Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour Franck Aounou. Marie-Léa Yemadjiro, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Comment se porte l'école béninoise? C'est aux préoccupations et aux réponses qu'appelle cette question que nous pourrions résumer cette discussion avec le ministre des Enseignements maternels et primaires. Des changements radicaux sont peut-être survenus ces 8 dernières années dans ce sous-secteur de l'éducation, mais sont-ils vraiment source de progrès décisifs? Le ministre des Enseignements maternels et primaires apportera, nous l'espérons, des éclairages, de quoi alimenter aussi les réflexions sur l'avenir de l'école au Bénin. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, madame. Salimane Karimo, bonjour. Bonjour. À bien des occasions, on vous a entendu dire, un peu peindre, sinon présenter la situation dans laquelle végétait, disons, le système éducatif avant 2016. On notait une paralysie permanente du fait de grèves intempestives avec pour conséquence des années scolaires qui duraient 5 mois au lieu de 9 et il fallait faire pratiquement des acrobaties pour terminer l'année, pour la valider. Justement, dites-nous brièvement les maux dont souffrait concrètement le secteur de l'éducation avant votre prise de service en 2016. Merci beaucoup. Une fois encore, merci pour cette opportunité que vous nous offrez à profiter de l'occasion pour rendre compte à nos concitoyens le chemin parcouru de 2016 à aujourd'hui. Et par rapport à votre question, la situation de l'école béninoise, n'est-ce pas, ne peut pas être présentée de 2016 à aujourd'hui, mais beaucoup plus avant. Et si nous faisons un peu l'histoire, vous allez comprendre que depuis la conférence nationale des forces vives de la nation, je veux dire, lorsque nous sommes rentrés dans ce que nous appelons le renouveau démocratique avec les régimes successifs, il faut retenir que l'école béninoise n'a connu d'accalmie que pour quelques années. Je veux dire de façon précise, entre 1991 et 1996, on pourrait dire qu'à ce moment, on pouvait parler, n'est-ce pas, de l'école béninoise en termes d'une école rénovée, en ce sens que nous venons de sortir non seulement de la conférence, mais également des états généraux de l'éducation. Alors, à partir de 1998 jusqu'en 2016, l'école béninoise était pratiquement dans la croisée des chemins. Il n'y avait pas une année scolaire sans mouvement. Le slogan partagé partout, c'était qu'il fallait sauver, n'est-ce pas, l'année scolaire, parce que chaque année scolaire était caractérisée par des mouvements de grève. Conséquence, c'est que les niveaux des apprenants ont chuté à tout point de vue. Et il y a des exemples en la matière, tant qu'à l'interne qu'à l'externe, nous étions pratiquement à la traîne. Que ce soit au primaire ou au secondaire, dans les universités ailleurs, le Bénin était vraiment à la traîne. Alors, à partir de 2016, il fallait prendre le taureau par les cornes. C'est ça. Et quelles sont justement ces actions majeures que vous avez engagées pour changer le visage du système éducatif béninois? Avant de vous parler des actions majeures, il faut pouvoir peut-être les situer dans un contexte. Qu'il vous souvienne que le 16 décembre 2016, le régime de la rupture qui venait de s'installer a présenté au peuple béninois ce qu'il convient d'appeler le programme d'action du gouvernement 2016 à 2021. Et chaque sous-secteur devrait présenter au peuple ce qu'il entendait en ce moment-là faire pour relever le défi. Et
faire quelque chose pour relever des défis suppose que le diagnostic a été fait. Ce que nous avions essayé de faire également au niveau de ce secteur des enseignements maternels primaires, en prenant en compte chacune des composantes du système éducatif béninois, notamment du sous-secteur des enseignements maternels primaires. La première composante, c'est l'accès, l'équité, la rétention au niveau de l'école. La deuxième composante porte sur la qualité de l'enseignement. Et nous avons, à dessein, mis un peu de côté la composante relative au pilotage et au service, n'est-ce pas, au soutien des services. Voilà un peu ce que nous avons fait. Alors, au niveau de l'accès et de l'équité de rétention, qu'il vous souvienne que ce qui concerne l'accès prend en compte les infrastructures scolaires. En 2016, le déficit en termes de salles de classe était criard. Suffisamment criard. On avait noté d'insuffisance de salles à hauteur de 8 794. Donc, il y avait un déficit criard ou criant de salles de classe en ce moment-là. Il fallait faire quelque chose. Donc, dans le programme d'action du gouvernement numéro 1 en 2016, nous avions déjà annoncé au peuple béninois que chaque année, durant le PAG 1, nous allons mettre à disposition 6 000 salles de classe. Ce qui converse que chaque année, il fallait faire de répartition pour obtenir un certain nombre de salles de classe. Et nous devrons pouvoir réhabiliter un certain nombre de salles de classe. Nous avons mis que nous allons réhabiliter 1500 salles de classe, ce soit durant le quinquennat. Donc voilà, en termes d'accès, ce que nous avions prévu. Il y a des images qui ont été recoupées sur le terrain que nous avons prises pour étayer un peu ce qui est dit. Je voudrais bien inviter les téléspectateurs à suivre avec nous cet élément-là qui renseigne un peu sur les efforts qui ont été faits en matière d'infrastructure. Nous reviendrons juste après pour poursuivre cette émission. Paralysé de façon permanente du fait des grèves intempestives, du manque d'enseignants et surtout d'infrastructures scolaires, le système éducatif béninois était en agonie. En 2016, le Bénin affichait un déficit de 8 794 salles de classe dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. En 2024, 8 ans plus tard, le gouvernement a construit 8 000 salles de classe, puis réhabilité 3 000 autres. Mieux, la construction de logements pour les enseignants fait désormais partie intégrante des projets de construction d'infrastructures scolaires, ceci dans le but de faciliter leur insertion dans le milieu et leur assurer de bonnes conditions de vie. Sincèrement, nous ne pouvons que remercier le gouvernement pour cet acte, pour ce don, parce que ça a été un très grand soulagement pour nous et pour les petits-enfants. En réalité, on avait 5 sections d'enfants ici dans cette école. Ces 5 sections étaient entassées dans une salle de réunion avec l'aide du gouvernement qui d'ailleurs a pris à bras le corps la préoccupation de sa population et des enfants surtout. On a pu acquérir ce bâtiment. Dieu merci, on a pu avoir ce grand bâtiment composé de 6 classes aujourd'hui. Et vous allez le constater, les enfants sont trop à l'aise. Très bien, les enseignants travaillent dans des conditions optimales. Ça se passe très bien ici dans cette école et nous sommes très heureux. Je remercie le gouvernement parce qu'il nous a construit des bâtiments. Grâce à ces bâtiments, nous travaillons bien à l'école. Je remercie le gouvernement Patrice Talon. Le Bénin a donc amélioré considérablement son ratio élèves-salle de classe, dont la moyenne aujourd'hui est en dessous de la norme en vigueur, soit 40 élèves par salle de classe au lieu de 50 prévus par la norme EQF, même s'il subsiste néanmoins des disparités qu'il travaille à réserver. Nous ne pouvons que remercier ce gouvernement. Son Excellence, le président Talon, il fait de son mieux. Il fait de son mieux et nous ne pourrons que l'encourager à aller dans ce sens. Finir avec les effectifs pléthoriques, finir avec les travaux dans les salles de classe délabrées, c'est l'idéal auquel aspire le gouvernement. Cependant, petit à petit, l'école béninoise fait peau neuve et révèle le Bénin. Un complément ou une observation à propos de ces informations, Monsieur le ministre? Je crois que l'essentiel est déjà dit. Je dois apporter un complément, c'est dire que ça, c'est une partie de ce qui a été réalisé. Ça, c'est ce qui concerne les constructions de salles de classe. Mais en termes de réhabilitation, nous avons pu réhabiliter 3 000 salles de classe jusqu'aujourd'hui.
Mais les perspectives, c'est ça le plus important. Parce que c'est vrai, nous avons pu réaliser des choses, mais le chemin reste encore long. Parce que l'élément parlait de disparités et je vous avoue qu'il en existe toujours. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire actuellement pour l'avenir? C'est de mettre en place une carte scolaire. Une carte scolaire qui permettra au gouvernement actuel et au prochain gouvernement également de pouvoir satisfaire les besoins des populations en termes d'éducation. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore des localités où les populations s'organisent parce que le besoin se fait sentir et que le plan de gouvernement n'est pas encore arrivé à leur niveau pour créer une école ou bien peut-être pour étendre certaines salles de classe, ils prennent des initiatives. Ce qui, généralement, disons, porte à mal, n'est-ce pas, les prévisions qui sont faites. Alors, à partir d'une carte scolaire en bonne et due forme, alors l'État verra réellement qu'est-ce qui convient à chaque localité et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ainsi, on n'aura plus de créations sauvages ou des extensions sauvages. C'est ça. Alors, pour permettre aux écoles de fonctionner convenablement, il est aussi prévu des subventions annuelles qui sont prévues. Donc, si nous devions en dresser le bilan, que faut-il retenir? Alors, à ce niveau, le bilan, je dirais, sans équivoque. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, les écoles reçoivent et à temps, je dirais, au bon moment, les subventions. Les subventions, c'est quoi? C'est les ressources que l'État met à la disposition de chaque école pour assurer le fonctionnement. Alors, c'est calculé en sorte que chaque classe puisse avoir un minimum de 3 000 francs pour assurer son fonctionnement. C'est juste pour l'acquisition des fournitures. C'est juste pour régler les petits problèmes. Alors, auparavant, avant 2016, les subventions existaient bien sûr, mais les responsables des écoles, les chefs d'établissement ne les recevaient parfois même que pendant les vacances, lorsque l'année scolaire est déjà terminée. Et voyez-vous, et ça c'est une porte ouverte à toutes les formes de dérive. C'est peut-être pendant les vacances que ce qui devrait être mis à disposition vient. Alors les gens se débrouillaient comme ils pouvaient pour faire fonctionner leurs écoles. Et aujourd'hui, quelle est la fréquence de réception de ces subventions? Avant même le démarrage des cours, c'est-à-dire pendant la période de pré-rentrée, c'est-à-dire une semaine avant la rentrée au plus tard, alors les écoles reçoivent tout au moins le quart des subventions, c'est-à-dire les 25% selon l'orthodoxie financière, n'est-ce pas, qui leur permet de fonctionner régulièrement et qui leur permet d'avoir les fournitures de base, de départ pour travailler. Et avant la fin du deuxième trimestre, ils reçoivent les 3/4 restants en bloc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les subventions sont mises en place à temps et au bon moment, au moment où il fallait. Ce qui nous permet aujourd'hui de résoudre, n'est-ce pas, les problèmes de mauvaise gestion et autres. C'est vrai que cela existe encore par endroits, mais déjà, lorsque l'État essaie de jouer sa partition convenablement, les risques deviennent minimes. Alors, on va parler maintenant de la qualité de l'enseignement qui est dispensé aux écoliers dans votre sous-secteur. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? L'état des lieux de la qualité de l'enseignement se traduit déjà par, disons, les performances, les résultats scolaires. Dans un premier temps, vous voyez, et vous l'avez dit dans vos propos introductifs, du fait que l'école aujourd'hui fonctionne normalement. L'année scolaire est une année scolaire normale. Le temps scolaire est bien géré. Et les enseignants sont dans leurs écoles, sont dans leurs classes, ils travaillent comme il se doit. Le corps de cadrement est présent. Donc, il y a un suivi régulier, ce qui fait que les enseignants font en réalité ce qu'ils devraient faire. Même là aussi, s'il y a quelques insuffisances, alors nous essayons d'accompagner les enseignants qui sont encore en difficulté. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que, quand vous prenez nos résultats en 2016, le premier examen, je dirais, du certificat d'études primaires organisé en 2016, nous avons eu un taux de réussite au plan national de 41% à peine. Parce qu'en ce moment, nous avons dit qu'il faut faire voir le niveau réel de nos apprenants. Donc, il n'était pas question de racheter, il était question de tenir compte des tests tels qu'ils existaient en son temps. Donc, ça nous a donné un taux de réussite de 41% à peine. Alors, à partir de 2017, nous avons mis en place un dispositif qui permet d'encadrer non seulement les candidats, mais également leurs enseignants. Et déjà, en 2017, on est passé de 41% à 65%, et d'année en année, aujourd'hui, ça tourne autour de 80%. Donc, il y a déjà de
bons résultats au niveau de nos apprenants. Pareil pour les enseignants. Pareil pour les enseignants en ce sens qu'en 2019, lorsque nous sommes allés à l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémel, ce qu'on appelle PASEC, voyez-vous, non seulement les apprenants du CI et du CICP, du CM1, CM2 ont été évalués, les enseignants avaient été évalués également. Alors, comparativement à 2014, où nos apprenants étaient à la traîne, parce que sur 10 pays dans le temps, le Bénin était pratiquement, n'est-ce pas, l'avant-dernier. Alors, en 2019, avec le dispositif mis en place depuis 2017, nous étions dans le peloton de tête. Le Bénin s'est retrouvé aux côtés des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ce que nous avons mis en place à partir de 2017 a fonctionné et fonctionne jusqu'aujourd'hui. Les résultats aujourd'hui sont de bons résultats, même si nous devons continuer à ce que cela puisse s'améliorer. Parce que l'objectif réel est que chaque apprenant qui arrive à l'école puisse réussir. Parce qu'ils sont capables de tous réussir. Donc il n'y a pas d'enfants incapables de réussir à l'école. Même des enfants qui présentent des déficiences, je dirais, intellectuelles ou physiques, alors il est possible qu'à l'école, on puisse les aider à réussir. Donc, nous visons désormais les 100% de réussite et 100% réel, pas fabriqué. La qualité de l'enseignement aussi passe par la disponibilité des manuels scolaires. Et parfois, on entend dire qu'il y a on n'en trouve pas sur le marché. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Ces genres de récriminations, parfois, me laissent un peu perplexe parce que je me dis, déjà, quand vous allez dans les écoles aujourd'hui, au niveau du CICP, cours d'initiation et cours préparatoires, il n'y a pas de problème de manuel scolaire. Non seulement il y a de manuels scolaires pour tous nos apprenants, il y a également ce qu'on appelle les cahiers d'activité. Les enseignants en ont également. Mais par contre, au niveau des autres cours élémentaires première année, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais qui datent d'un certain nombre d'années. Alors que nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, pour remettre à jour. Parce qu'actuellement, en cours, et ça c'est déjà nos perspectives, il y a une réforme des curricula qui est en cours, qui se fait actuellement pour reprendre tous ces documents-là et pour voir qu'est-ce qui continue d'être bon qu'on peut maintenir dedans et qu'est-ce qu'on peut élarguer et actualiser. Et de ce point de vue, à partir de là, tous ces cours et tous ces apprenants auront de manuels et de cahiers d'activité rénovés, actualisés, et chacun pourra en disposer. Mieux, c'est que lorsqu'on dit qu'on n'en trouve pas, lorsque nous avons fait la politique, n'est-ce pas, de remise de copyright aux éditeurs locaux, alors, en dehors de ce que l'État commande et met à disposition des écoles chaque année, alors les éditeurs sont autorisés à en mettre sur le marché. Vous ne pourrez pas me dire qu'aujourd'hui, quand on va sur le marché, on demande à avoir un manuel de lecture du cours élémentaire première année qu'on ne trouvera pas. Alors, pour en revenir au personnel d'encadrement, le déficit en enseignants était, nous l'apprenions il y a un instant, de près de 12 000 il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il est de combien? Aujourd'hui, je peux vous dire qu'en dehors également de quelques disparités par endroit, le déficit est en train d'être comblé. Pour ne pas dire le déficit est totalement comblé. En 2016, le déficit est de 12 126 enseignants. Je disais il n'y a pas longtemps, quelque part, qu'est-ce que vous pouvez attendre de bon d'un apprenant qui n'a pas reçu d'enseignant ou qui a reçu d'enseignants de mauvaise qualité? Ce n'est peut-être pas la faute de l'enseignant lui-même. Alors, 12 126 classes n'avaient pas d'enseignants. Alors, il fallait parer au plus pressé. Et dans la même année, en 2016, nous avons pris des dispositions, n'est-ce pas, pour parer au plus pressé. Donc, certains enseignants, en ce moment, peut-être ils avaient leur raison, étaient au poste sédentaire alors qu'ils étaient encore valides, ils n'étaient pas malades, ils étaient encore jeunes. On a déployé, on a redéployé sur le terrain, on a comblé avec un peu moins de 4 000. L'État a fait de recrutement au début de 2017, on a remis dedans. Et ensuite, l'État a mis en place le programme de préinsertion dans l'enseignement, le fameux programme aspirant au métier d'enseignant. Et aujourd'hui, nous avons 14 402 actuellement qui travaillent, alors qu'on en a déployé plus de 16 000. Mais chaque année, et vous vous souvenez qu'à l'occasion de l'année scolaire, l'État a mis en place 417 AME par rapport
aux besoins exprimés. Ce qu'il faut retenir, c'est que les aspirants au métier d'enseignant d'aujourd'hui, tels qu'ils fonctionnent, tels qu'on les a mis dans la base, ont vocation à devenir enseignants, n'est-ce pas, de pleine carrière, pour ceux qui veulent parmi eux. C'est pourquoi on a décidé que ceux qui ont déjà fait 3 ans plein dedans, n'est-ce pas, peuvent devenir agents contractuels de droit public de l'État. Donc, ils rentrent dans le système à partir de là. Et en évoluant, ils peuvent devenir également fonctionnaires de l'État. Voyez-vous? Donc, toutes les fois que le besoin se fera sentir, on leur fera appel, okay, et on le mettra dans le système. Et dès qu'ils évoluent dans le système pendant un temps, on met en place un système d'évaluation et on leur permet d'évoluer. Et comme ça, ils vont devenir agents de l'État en bonne et due forme. Donc, il n'est pas prévu que parce qu'ils sont aspirants au métier d'enseignant, au bout de quelques années, bon, on va les mettre de côté ou on va les renvoyer, on va les remplacer par d'autres. Non, ils sont déjà là. Le personnel enseignant et le personnel de coordination et de supervision, voilà 2 équipes dont dépend la qualité de l'enseignement reçu dans les écoles béninoises, l'école publique notamment. Rendons-nous sur le terrain pour un bref point. De 1998 à 2016, l'histoire nous enseigne que pendant près de 2 décennies, le Bénin n'a pas connu d'année scolaire apaisée. Les années scolaires duraient 5 mois au lieu des 9 prévus par le calendrier. Aussi, l'état des lieux affichait un déficit de 12 126 enseignants. Dès 2016, le gouvernement s'est employé à concrétiser le principe « une salle de classe, un enseignant ». L'État a donc recruté en 2017 3 461 enseignants contractuels et procédé ensuite au redéploiement de 3 088 enseignants jadis en poste sédentaire, c'est-à-dire qui étaient dans les bureaux alors qu'ils étaient tous jeunes et valides. Plus de 16 000 aspirants au métier d'enseignant ont ensuite été déployés dans les écoles maternelles et primaires sur toute l'étendue du territoire national. Toute notre gratitude au gouvernement de son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, pour les mesures prises en faveur de nous AME et qui participent incontestablement de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Tout va bien, ça se passe très bien. Bon, même si les gens par exemple, l'éducation, ils grandissent, ils font village sous ton, et c'est grandi. Et ça avance très bien. 8 ans et ton leur, ce n'est plus comme avant où on retrouve les enfants dans la rue, les enseignants dans la rue et tout le monde dans la rue. Et qu'on a le souci de l'avenir de nos enfants. Donc ça posait vraiment de problèmes. C'était vraiment du problème où on ne sait plus quoi faire en son temps. Bon, aujourd'hui, on est content que nos enfants commencent et terminent l'année en beauté. Ça, c'est une avancée qu'on peut applaudir. Des actions du gouvernement qui ont soulagé les populations qui désormais ne font plus recours à des communautaires payés par leurs soins. Dans la même dynamique, le corps de contrôle et d'encadrement pédagogique a été renforcé. Nous serons d'un grand secours sur le terrain. Qui vous souviennent, il y a des collègues qui n'ont pas de moto, qui ont des motos vraiment branlantes. Et sur le terrain, désormais, nous serons galvanisés parce qu'il y a les moyens et nous allons couvrir davantage nos zones en matière de visite et d'encadrement. Au nom de mes collègues et à mon nom propre, remercier le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, et mon ministre de tutelle qui n'a pas ménagé ses efforts pour nous doter en motos neuves. Et tel que vous le constatez, ce sont des motos qui, visiblement, sont très performantes. Des élèves inspecteurs et élèves conseillers ont été recrutés, formés et déployés. Des moyens roulants et autres matériels de travail ont même été acquis sur le budget national pour leur permettre d'accomplir efficacement leur mission. Eh bien voilà, parents d'élèves
content. Remerciements des enseignants à l'endroit du gouvernement et de son chef, et même à votre endroit. On vous a auréolé pratiquement dans cet élément que nous venons de suivre. Pour autant, Monsieur le ministre, est-ce que tout va bien sur le plan de la disponibilité des ressources humaines dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires? Je vais vous dire que nulle part au monde, tout ne va toujours jamais bien. Pour nous, le plus important, c'est de nous intéresser à ce qui devrait avoir d'effets négatifs sur nos résultats scolaires. Et lorsque vous n'avez pas de bons résultats scolaires, je vous avoue, l'avenir n'est pas certain. Parce que c'est la base. C'est le primaire qui prépare pour le secondaire. Et c'est le secondaire qui prépare pour le supérieur. Et l'avenir du Bénin est là. Lorsque c'est mal fait, il y a des répercussions sur toute la ligne. Donc, nous faisons attention et très attention à ce qui se fait aujourd'hui au niveau du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Si nous-mêmes, on devait pouvoir faire une sorte d'autocritique et se dire, bon, qu'est-ce qui reste à faire ou bien qu'est-ce qui ne va pas encore? Au niveau des infrastructures scolaires, on ne peut pas dire que tout va bien et que tout est fini, il n'y a plus de problème à résoudre. Du moment où nous avons une démographie galopante, et chaque année nous avons, n'est-ce pas, de nouveaux inscrits dans nos écoles, il faut anticiper. Et nous sommes dans cette anticipation. Lorsque vous avez vu les images qui sont passées tout à l'heure, non seulement aujourd'hui, on continue de construire des infrastructures scolaires, même les enseignants, désormais, on a prévu qu'ils aient eux-mêmes de logements dans ces écoles-là. La question du personnel enseignant que nous avons abordé tout à l'heure. Alors, nous faisons l'effort pour qu'il n'y ait plus de déficit d'enseignants, qu'il n'y ait plus de salles sans enseignants. Et ça, là également, c'est une avancée significative. Alors, quel est le mécanisme qui est mis en place aujourd'hui pour contrôler l'enseignement dispensé aux apprenants dans les écoles? Ça on n'en a peut-être pas parlé dans la première partie. Le personnel d'encadrement. C'est un système, le système éducatif est un système bien structuré. Vous avez le personnel enseignant, vous avez également le personnel d'encadrement. Le personnel d'encadrement est formé de conseillers pédagogiques et d'inspecteurs. En 2016, pour l'ensemble du pays, nous n'avons que 28 inspecteurs pour 85 circonscriptions scolaires. Et sachez qu'une circonscription scolaire est dirigée par un inspecteur. Donc, ça veut dire qu'on s'est retrouvé face à un déficit, n'est-ce pas, chronique de personnel d'encadrement. Pareil pour les conseillers pédagogiques. Très loin, n'est-ce pas, du point. Alors, dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021, nous avons prévu recruter chaque année 25 élèves inspecteurs et 50 élèves conseillers pédagogiques. Au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, nous avons recruté plus de 150 inspecteurs. Et nous avons recruté plus de 250 conseillers pédagogiques. Aujourd'hui, nous avons 90 circonscriptions scolaires, c'est-à-dire nous avons plus de circonscriptions scolaires même que de communes au Bénin. Vous savez que nous avons 77 communes. Et les circonscriptions scolaires sont prévues pour être au niveau de chaque commune. Nous avons des communes aujourd'hui qui en ont 3, qui en ont 4. Cotonou a 4 circonscriptions scolaires. Et chaque scolaire a à sa tête un inspecteur qui a les moyens de parcourir, d'encadrer les enseignants. Pareil pour les conseillers pédagogiques. Vous avez tout à l'heure, on a présenté les moyens roulants mis à leur disposition qui doivent leur permettre d'aller sur le terrain. Aujourd'hui, on ne peut plus dire on n'a pas les moyens. Les directeurs départementaux, qui sont les responsables des structures déconcentrées, ont reçu également des moyens de l'État. Alors, pour parler des outils pédagogiques, les curricula de formation n'ont-ils pas aussi un impact sur le rendement de l'apprenant et bien évidemment sur ses aptitudes tout au long du cursus scolaire, Monsieur le ministre? Ah oui, ça, je dirais que c'est le point nodal même de tout ce qui est lié à la formation et à l'enseignement, les curricula de formation. Qui dit curricula parle de contenu, de ce qui est d'abord recherché, qu'est-ce que l'on veut développer comme compétence, et qu'on essaie de définir. Alors, lorsqu'on finit de définir le profil, alors on se dit, mais avec quoi il faut pouvoir définir ce profil-là pour rendre cet apprenant-là capable, n'est-ce pas, de faire ce qui est attendu de lui. Ensuite, comment il faut le faire, voyez-vous. Donc, aujourd'hui, nous avons, au niveau
des cours d'initiation et préparatoire, des curricula au point, en français et en mathématiques. Par contre, il reste que dans les autres champs de formation, il y a des révisions à faire. Et ces révisions-là sont en cours, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pareil pour les autres cours élémentaires première année jusqu'au cours moyen deuxième année, ce qu'on appelle CM2 aujourd'hui. Un travail est en cours sous la supervision du Conseil national de l'éducation aujourd'hui pour la relecture de tous ces curricula. Et d'ici à la rentrée prochaine, en septembre 24, il est prévu que nous fassions une mise à essai de ces documents-là en cours d'élaboration actuellement, pour que ce que l'on met comme élément de formation et ce que l'on met comme outil pouvant contribuer à la formation puisse convenir au type de citoyen que nous voulons former. Et ce travail-là est en cours et va s'achever bientôt. Allez, l'autre morceau, M. Saliman Karimou, choisi pour cette émission, c'est le programme des cantines scolaires. Aujourd'hui, quand on parle de cantines scolaires, ça retentit dans les oreilles de tous les petits-enfants parce que, bon, plusieurs écoles sont impactées par ce programme. Où est-ce qu'on en est concrètement à la date d'aujourd'hui? Au nombre des programmes qui ont révélé le Bénin, à travers le monde entier, nous pouvons parler, je dirais, sans fausse modestie, soit des programmes d'alimentation scolaire béninois. Ce qu'on appelle aujourd'hui le programme national d'alimentation scolaire intégrée est un programme qui est connu au plan mondial. En 2016, il y avait ce qu'on appelle cantine gouvernementale. À côté d'autres cantines mises en place par les partenaires techniques et financiers d'alors. Mais pour ce qui concerne les cantines prises en charge par le gouvernement d'alors, elles n'étaient que d'environ 1131 écoles primaires. Et le budget qui était alloué jusqu'en 2016 n'était que d'1 milliard de francs CFA. Et dans le milliard, la structure chargée de mettre en œuvre ce programme devrait encore retirer 200 millions pour son fonctionnement. Donc, il ne restait visiblement que 800 millions. Il ne restait que 800 millions pour prendre en charge les 250 000 écoliers. 800 millions pendant combien de jours? Alors, le décompte a montré que les 250 000 n'étaient nourris que pendant 20 jours dans l'année scolaire. Une année scolaire compte en réalité 180 jours. Et les enfants devraient être nourris pendant 180 jours. Ça, c'était l'état des lieux qu'on a vu en 2016. Alors, dans le programme d'action du gouvernement, nous avons estimé que c'est de l'injustice naturelle, parce que c'est des enfants, n'est-ce pas, qui n'ont pas demandé à naître, qu'on a mis à l'école, et on est conscient qu'il y a des difficultés de vie. Donc, on a inscrit dans le programme d'action du gouvernement comme quoi il faut faire quelque chose par rapport aux cantines scolaires. Alors, et les cantines gouvernementales et celles des partenaires, au plan national, le taux de couverture n'était que de 31%. Alors, nous avons décidé dans le PAG de porter ce taux-là à 51%, n'est-ce pas, à 2021 dans le temps. Alors, il fallait mettre le budget conséquent en place. Donc, l'État a fait ce qu'il devrait faire. Donc, d'1 milliard de budget, on est passé à la première année là, à 6 milliards de budget. Et l'année qui a suivi, on est allé à 15 milliards. Ce qui fait que, même avant terme, déjà en 2018, on a atteint les 51% de taux de couverture. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons 5 708 ou 709, d'après les derniers chiffres confiés par le partenaire, 5 708 écoles primaires couvertes en cantine scolaire au Bénin. Sur combien? Sur environ 7 500. Ce qui nous donne aujourd'hui pratiquement un taux minimum de 75%. Et tous ces enfants-là
prennent leur repas copieux pendant les 180 jours de l'année scolaire. Donc le budget d'1 milliard de 2016 est passé aujourd'hui à 32 milliards 5 et plus l'an. Et figurez-vous, depuis 2017 que ce programme a démarré, il n'a jamais connu d'interruption jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que, au plan international, le Bénin a été reconnu comme champion mondial en alimentation scolaire. Parce que les 32 milliards dont vous parlez là, ce n'est pas, n'est-ce pas, des prêts ni des aides venues de l'extérieur. C'est l'effort national. Et par 2 fois, le Bénin a été invité à participer au conseil d'administration du programme alimentaire mondial à Rome. Dans un premier temps, c'est la vice-présidente de la République qui a représenté le Bénin. Et ce n'est pas donné à tous les pays. Et l'année qui a suivi, c'est nous-mêmes qui avions représenté le Bénin. La coalition mondiale pour l'alimentation scolaire a désigné le chef de l'État béninois comme champion mondial pour l'alimentation scolaire. Bien. Monsieur le ministre, on l'a compris, l'initiative est saluée au plan international. Au plan national, ce qu'en disent les parents, nous allons le voir. Est-ce qu'ils en ressentent effectivement un soulagement? Eh bien, nos équipes leur ont posé la question. 17%, c'était le taux de couverture des cantines gouvernementales en 2016, soit 1131 écoles pour environ 250 000 enfants impactés avec un budget de 1 milliard de francs CFA, dont 200 millions pour le fonctionnement. Les enfants béninois ne mangeaient que pendant 20 jours sur les 180 que compte une année scolaire. Un état de choses vite corrigé par le gouvernement. Un véritable exploit a donc été réalisé grâce à la politique déployée depuis 2016. Aujourd'hui, 1 300 000 écoliers ont un repas chaud dans plus de 80% des écoles primaires publiques du premier au dernier jour de l'année scolaire grâce à une allocation budgétaire de plus de 32,5 milliards de francs CFA l'an, ce qui représente une véritable bouffée d'oxygène pour les parents qui s'organisent même par endroits en coopérative pour soutenir les actions du gouvernement. La cantine scolaire, ça va bien depuis 8 ans. Nous pensons que ce n'est pas mal. On a suivi ça de près avec l'effort que le gouvernement fait. Nous n'allons faire que remercier le gouvernement. Comme l'a dit le président Houphouët-Boigny, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc les enfants se sentent libres, ils apprennent correctement quand ils trouvent à manger correctement et ils sont rassasiés. Donc c'est un grand effort que le gouvernement a fait au niveau de la cantine scolaire. Ça nous a soulagés en tant que parents d'élèves. De nombreuses reconnaissances ont été décernées au Bénin au plan international. Le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, a été sacré champion des cantines scolaires à Rome, en Italie, en 2022. C'est des progrès remarquables qui ont été faits par le Bénin et son Excellence Patrice Talon a été désigné champion en ce qui concerne les cantines scolaires. Nous venons d'échanger longuement avec Madame la vice-présidente pour voir dans quelle mesure on peut assurer une mise en synergie de nos efforts et de nos intelligences pour que chacun de nous trouve auprès de l'autre les solutions peut-être des équations sérieuses qui se posent à son niveau. C'est extrêmement important pour nous, au sein de l'alimentation scolaire, de la coalition pour l'alimentation scolaire, de bénéficier de l'expérience du Bénin et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux ce soir d'avoir la vice-présidente. En quelques mots, cette coalition, elle vise à donner à chaque enfant un repas sain, nutritif d'ici 2030. Grâce aux cantines, le taux de rétention dans le système éducatif s'est fortement amélioré. De 72% en 2016, il est passé à 96% en 2023. Les cantines scolaires aujourd'hui apparaissent comme un instrument de promotion de l'équité et de la justice sociale au profit des bénéficiaires.
Nous remercions le chef de l'État et son gouvernement d'avoir pensé à nous autres élèves de Vosakodi. Toutes ces réformes ont redonné aux populations la confiance en l'école publique. Voilà, redonner confiance aux populations en l'école publique. Monsieur le ministre, on ne manque pas d'entendre par endroits qu'il y a eu des cas de cambriolage, des magasins qui stockent ces vivres-là, qui servent à alimenter les enfants. Comment ça se passe? Il n'y a pas de mesures de sécurité autour de ces bâtiments? Merci beaucoup. Je pourrais parler un peu des insuffisances que nous observons par rapport à ce programme. Et une insuffisance qu'on ne pourra pas justifier parce qu'en réalité, tout adulte devrait pouvoir considérer le petit enfant, le jeune être, comme son avenir à lui-même et pouvoir s'en occuper. C'est vrai, nous avons constaté avec amertume que dans certaines localités, les vivres, n'est-ce pas, qui sont stockés dans les magasins des directeurs d'école font l'objet de cambriolage par endroit. Ce n'est pas généralisé. Il y a des endroits où c'est bien sécurité, la population, disons, collabore avec les responsables d'école, mais nous constatons quand même avec amertume que ça se poursuit. En 2018, j'avais eu personnellement organisé une tournée nationale de sensibilisation, mais une conjugaison, je dirais, d'efforts, de contributions, de patriotisme aurait pu permettre quand même de bien gérer ces choses-là. Mais malheureusement, on fait face toujours, n'est-ce pas, à ces genres de situations. Et nous n'allons pas cesser d'appeler nos concitoyens à ce qu'ils fassent preuve quand même, je dirais, tout au moins d'esprit de parents, à défaut d'esprit de patriotique, qu'ils soient quand même des parents, et qu'ils se disent ces vivres-là sont destinés aux enfants. Et les enfants, s'ils sont nés pour vivre et pour pouvoir vivre, il faut qu'ils puissent être nourris et être bien nourris. L'État a déjà joué sa partition et continuera de le jouer. Cependant, qu'est-ce que l'État envisage de faire par rapport à ces genres de situations? C'est que d'ici à là, l'État va construire dans chaque école à cantine scolaire de blocs de cantine. Qu'est-ce qu'on met dans bloc de cantine? C'est-à-dire que lorsque nous allons dans une école à cantine, on verra d'abord un magasin construit en bonne et due forme. Les vies ne seront plus dans les magasins ou dans les bureaux des directeurs. Donc, ce serait dans un magasin bien construit, bien sécurisé. Okay? Il y aura de cuisine en bonne et due forme, n'est-ce pas? Je dirais à la limite, mais de cuisine moderne. On fera en sorte qu'à travers même les cantines scolaires, l'environnement sera protégé. Voyez-vous? Ensuite, qu'il y ait de réfectoires pour les apprenants, c'est-à-dire lorsque l'heure de se mettre à table arrive, que ça ne se fasse plus dans les salles de classe. Voilà, ça, c'est ce qu'on met désormais dans ce qu'on appelle le bloc de cantine au niveau de chaque école. Et plus que ça, tout au moins un point d'eau dans chaque école à cantine scolaire. Ça veut dire que nous sommes dans les perspectives selon lesquelles les cantines scolaires doivent se pérenniser dans les écoles et doivent pouvoir s'améliorer. Voilà. Nous acheminons vers la fin de cette émission, mais je voudrais, Marie-Léa Yemadjiro, qu'on dise un mot sur les kits scolaires qui permettent également de traduire dans les actes le droit à l'éducation des enfants vulnérables. Tout à fait. Ces kits, justement, Monsieur le ministre, certains écoliers qui résident dans des ménages pauvres y ont droit, d'autres non. Pourquoi? Vous l'avez déjà dit vous-même. Vous savez, la vie est ainsi faite. Dans la vie, nous ne sommes pas, je dirais, à la limite, égaux. Il y a des gens qui, apparemment, n'est-ce pas, ont les moyens de subvenir à leurs besoins et il y en a qui éprouvent certaines difficultés. Voyez-vous? Alors, non seulement l'État, il y a également d'autres personnes qui viennent à la ressource, qui se disent, bon, ceux qui ont des difficultés à subvenir à leurs besoins, il faut pouvoir les aider, un temps soit peu. Et c'est ce qui se fait au niveau des écoles également, au moment où la rentrée scolaire doit se faire. Et du moins, nous sommes dans une politique, n'est-ce pas, d'une scolarisation universelle. Nous voulons que tous les enfants puissent aller à l'école et apprendre, n'est-ce pas, ce qui doit être appris pour être un citoyen et un bon citoyen demain. Alors, il faut également prendre les dispositions qu'il faut pour donner la chance à tout le monde d'aller à l'école. Déjà, c'est gratuit. C'est-à-dire que pour aller à l'école aujourd'hui, à la maternelle et au primaire, on ne paie rien.
Ok, mais du fait que l'on n'a même pas l'argent d'acheter le sac d'écolier, d'acheter le cahier, d'acheter le stylo, l'enfant peut rester à la maison. Alors, il faut également accompagner, n'est-ce pas, les parents de ces milieux-là qui ont des difficultés, d'où cette politique-là de kit scolaire, n'est-ce pas. L'État en fait, il y a des partenaires techniques et financiers, il y a des ONG, il y a des fondations, il y a des gens de bonne foi qui nous approchent et qui nous disent « Ok, nous allons vous aider à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, aller à la rescousse des populations vulnérables. » Vous l'avez dit, qu'on le veuille ou non, il y a toujours des gens vulnérables dans notre pays. C'est vrai que dans l'ensemble, nous travaillons pour que cela puisse diminuer. Mais la vie étant ce qu'elle est, il y aura toujours des gens qui auraient besoin des autres. Sur les différents points que nous avons abordés, Monsieur le ministre, quelles sont les autres perspectives que vous n'avez pas eu à aborder, que vous voudriez aborder pour rassurer davantage le citoyen béninois qui, dans un passé récent, n'avait plus confiance en l'école publique, ne voulait pas inscrire son enfant dans les écoles publiques? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Merci beaucoup. Je crois que nous avons déjà dit l'essentiel. Et au-delà même de ce que nous avons dit, c'est visible aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'au Bénin, on ne sauve plus les années scolaires. Tout le monde sait qu'aujourd'hui au Bénin, l'école publique, n'est-ce pas, a regagné, n'est-ce pas, la confiance des populations. Nous avons des années scolaires normales. Voyez-vous, c'est rare de retrouver, observer la région, la sous-région, c'est rare de trouver des pays où la rentrée scolaire se fait en septembre. Et l'année scolaire se déroule normalement sans accroc. Même en période de Covid au Bénin, nous n'avons pas eu d'année blanche. Nous avons juste fait de prorogation de 2 ou 3 semaines seulement pour l'organisation des examens. Et la rentrée qui a suivi, on a démarré en septembre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la confiance est là. L'école béninoise, aujourd'hui, se porte beaucoup mieux. Je dirais à la limite, se porte très bien. Notre défi à nous tous, c'est de travailler pour qu'il en soit ainsi, et pour toujours. Qu'il n'y ait pas de raison de justifier pour dire il faut encore revoir des choses pour que des gens, n'est-ce pas, abandonnent, des gens, n'est-ce pas, disent on va renvoyer les examens à plus tard. Non. Nous avons atteint un niveau aujourd'hui où vraiment notre école mérite respect. Il y a un outil qui aide apparemment, je veux parler de la plateforme EducMaster. Voilà, aujourd'hui, cette plateforme, est-ce qu'elle tient vraiment ses promesses de digitalisation des principaux actes de la vie scolaire au primaire? La première expérience a été une expérience totalement, je dirais, réussie. Parce qu'au-delà même de ce que nous-mêmes qui avions initié cette plateforme, nous-mêmes qui avons travaillé pour cette femme-là, nous soyons satisfaits, mais ceux qui ont apporté les témoignages, n'est-ce pas, qui font qu'aujourd'hui on peut dire que ça a été vraiment une réforme, n'est-ce pas, salutaire, c'est les enseignants, c'est les bénéficiaires. Nous avons reçu beaucoup de témoignages, que ce soit des partenaires sociaux eux-mêmes organisés en syndicats ou des individus. Donc ça a été salué par tout le monde, comme quoi cela a été vraiment, n'est-ce pas, une opération salutaire, ce que des gens attendaient. Avec le suivi que j'ai effectué moi-même, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Au-delà de ça, nous sommes en train de travailler même avec un groupe, n'est-ce pas? Et bientôt, d'ici à septembre, vous allez constater aussi, nous sommes en train de travailler pour la digitalisation et la numérisation même du processus enseignement, apprentissage et évaluation. Pour que, au-delà de ce que les parents aujourd'hui, n'est-ce pas, de chez eux, ils peuvent avoir les résultats de leurs apprenants, de chez eux, ils peuvent avoir les relevés de notes, de chez eux, ils peuvent avoir des informations sur eux. Au-delà de ça, même ce que l'enfant, ce qu'on enseigne à l'enfant à l'école, ce qu'il a appris à l'école, le parent déjà à la maison peut, n'est-ce pas, savoir ce qui se fait. Donc, il y a une évolution significative qu'il faut pouvoir saluer. Oui. Monsieur le ministre, sur quel engagement prenez-vous congé des auditeurs, auditrices et téléspectateurs? L'engagement reste le même. On ne change pas la dynamique. Au-delà de ce que l'on dit généralement, quand on ne change pas une équipe qui gagne, c'est une dynamique que nous avons amorcée depuis 2016. Voyez-vous tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui comme résultat. Je ne sais pas de quelle espèce ou de quelle nature on pourrait pour dire que non, c'est n'importe quoi, c'est des leurres. Non, c'est visible tout ce que nous avons dit là. Que ce soit
la question d'infrastructure, que ce soit la question de cantine scolaire, que ce soit la question des résultats scolaires, que ce soit la question même de la gestion de l'année scolaire en bonne et due forme, que ce soit même la question de l'école béninoise aujourd'hui, cela crève l'œil que nous sommes dans une dynamique, n'est-ce pas, salutaire. À l'intérieur, c'est salué. À l'extérieur, c'est salué. Mon message, c'est que nous gardons et nous maintenons le cap. On ne change pas de dynamique. Salimane Karimon, il est le ministre des enseignements maternels et primaires. Il était notre invité sur cette émission bilan du gouvernement. Avec vous, monsieur le ministre, nous avons fait l'état des lieux dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires, ce qui est fait de 2016 à ce jour et les défis qui restent bien entendu à relever pour offrir une éducation de qualité aux enfants qui sont la relève de demain. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci Marie-Léa Yemadjuro. Merci, monsieur le ministre, et à très bientôt. Merci beaucoup.